Attends, tu peux mettre plus fort s'il te plaît? Auguste Escoffier. Monsieur Escoffier, un grand cuisinier de la cuisine française. Escoffier est mort. Ah ça, ce sont des choses contre lesquelles on ne peut rien faire. On aurait été venu, c'est tout. Oui, je sais. Lui, il était célèbre avant de mourir, et puis il y en a qui sont devenus célèbres après leur mort. Et il y en a où c'est la mort qui les a rendus célèbres. Des morts parfois grandioses, incroyables, et des morts parfois bien insolites. D'ailleurs, des morts insolites, il y en a aussi eu durant les années folles. Nous allons tous mourir. J'espère que je ne nous apprends rien. Moi, personnellement, j'aimerais mourir de vieillesse à un âge vraiment très avancé. D'ailleurs, s'il y avait un moyen de ne pas mourir... Ne rêve pas. Bon, mais comme vous le savez, cette fin idéale peut ne pas arriver. Accidents, guerres, maladies et autres peuvent être des facteurs de raccourcissement de l'espérance de vie assez brutaux. Mais au-delà de cette macabre constatation, force est de constater qu'un certain nombre de nos congénères ont été particulièrement doués pour que l'on se souvienne d'eux quasiment uniquement de la manière dont ils sont passés de vie à trépas. L'histoire a d'ailleurs retenu quelques exemples de décès bien étranges. Eh bien, par exemple, le dramaturge grec Échille qui a été tué par une tortue tombée du ciel lâchée par un oiseau qui avait confondu son crâne chauve avec une pierre. Le pape Jean XXI d'origine portugaise qui meurt écrasé par le toit de son palais de Viterbe dont il dirigeait les travaux. Aucune blague sur le Portugal n'est à inclure ici. L'astronome danois Tycho Brahe qui est mort pour s'être trop retenu d'aller se soulager. Évidemment, si on revient à la période qui nous concerne, elle non plus n'est pas exemple de décès qui, disons-le, sortent particulièrement de l'ordinaire. D'ailleurs, on tient à vous prévenir. Nous allons parler de mort violente et de souffrance physique. Alors, si vous êtes une personne sensible ou s'il y a des enfants, merci de ne pas aller plus loin et de regarder une autre vidéo. J'ajoute un avertissement en gros, ici et maintenant, et je vous laisse 20 secondes pour prendre les dispositions nécessaires. Et voilà, 20 secondes se sont écoulées. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes prêt à en assumer les conséquences. C'est parti pour 5 décès insolites des années folles. On commence avec un peu de sang bleu. On parle de sang de noble et c'est peu dire. En 1920, la Grèce est encore un royaume avec un roi, Alexandre Ier. Et quel roi! Placé sur le trône hellénique par la volonté des Alliés en 1917 pour remplacer son père, considéré comme trop favorable à l'Allemagne et à ses alliés, c'est un roi fantoche. La politique grecque n'est alors dictée que par son Premier ministre. Cela étant, il devient roi d'une Grèce qui s'est considérablement agrandie grâce au traité de Sèvres conclu entre les Alliés et l'Empire ottoman en 1920. Mais sur le plan privé, ça va mal, parce que le roi est méprisé par sa propre famille du fait de son mariage avec Aspasia Manos, une fille d'un colonel de l'armée grecque. En plus, le mariage s'est fait secrètement et sans l'accord de l'Église orthodoxe grecque. Ça obligea sa femme à quitter la Grèce et à partir en exil en 1919. Bien qu'ils puissent vivre ensemble à partir de 1920 en Grèce, on refuse à Aspasia le titre de reine. En gros, un roi un peu naze, on va pas se mentir, et sa mort sera au prorata de son règne. Le 2 octobre 1920, alors qu'il se trouvait au palais du Tatoi, c'est au nord d'Athènes. Lors d'une promenade, son chien se bat contre un singe domestique.
Il essaie de les séparer, mais il se fait mordre à plusieurs reprises par le singe. Malgré qu'il soit soigné très rapidement, les plaies finissent par s'infecter et la septicémie s'installe. Il agonise durant 3 longues semaines où il va délirer, appeler sa mère à l'aide, puis sombrer dans le coma sans qu'aucun membre de la famille royale, qui était alors en exil, n'ait l'autorisation de venir le voir. Sauf sa grand-mère Olga. Oui, mais elle n'a fini par arriver que 12 heures après le décès. Il est donc mort seul. Après son décès, le peuple grec a voté pour le retour du roi Constantin Ier, celui que les Alliés ne souhaitaient plus voir. Le gouvernement du Premier ministre Vénizélos finit par être dissous, et cette situation politique isole la Grèce sur le plan international, alors qu'il était question pour les armées grecques de prendre Ankara, alors siège du gouvernement turc de Mustafa Kemal. Cette crise gouvernementale, avec en plus un enchaînement de défaites face aux troupes de Kemal en Turquie, conduisent à une défaite écrasante de la Grèce en Turquie. Suite à la défaite, plus d'1 million de Grecs, dont les familles vivaient en Anatolie depuis plusieurs siècles, ont été forcés à l'exil dans l'État grec moderne. C'est ce qu'ils ont appelé plus tard la Grande Catastrophe. Et cette grande catastrophe conduisit par la suite à la chute de la monarchie en 1924. Tout ça à cause d'un singe. À cause d'un singe. Les courses, ce n'est pas ma grande passion. Je parle des courses de chevaux. Pourtant, il peut aussi arriver des choses assez incroyables. Comme, je ne sais pas, le 4 juin 1923 à Belmont Park. Exactement. Belmont Park est un hippodrome qui se situe à la limite de l'agglomération de New York, aux États-Unis. Lors de la deuxième course de la journée, un steeplechase. Steeplechase, pour tout dire, c'est un type de course d'obstacles à cheval. Un des concurrents qui ne payait pas de mine se paie le luxe de surprendre tout le monde. Frank Hayes et sa jument Sweet Kiss sont alors en tête à mi-course avec 2 bonnes longueurs d'avance. Leur cote est alors de 20 contre 1, alors autant dire que oui, cette performance a vraiment surpris. Les concurrents ont beau remonter, rien n'y fait, et Sweet Kiss remporte la course, à la joie des quelques parieurs qui ont misé sur elle et très probablement du propriétaire de la jument. À part le jockey. Hey, effectivement, Frank Hayes reste inexplicablement avachi sur sa monture alors que, bon, selon toute logique, il devrait lui aussi exulter. Ce qui s'est passé, c'est que durant la course, Frank Hayes est mort d'une crise cardiaque. Sweet Kiss est une jument qui a gagné une course montée par un jockey décédé. Et le plus incroyable dans l'histoire, c'est que ça ne la disqualifie pas. Le règlement dit effectivement que pour que la performance soit validée, elle doit être réalisée par un cheval monté par un jockey. Ce qui est le cas ici. Et ça même s'il a passé l'arme à gauche durant la course. Frank Hayes est officiellement vainqueur de cette course, et ça même s'il est décédé avant la ligne d'arrivée. Dis-moi, on dirait que ces coups du sort sont réservés à la jante masculine. Mais y a-t-il une femme qui a connu une mort qui sort de l'ordinaire? Vous n'y êtes pas immunisé, même si c'est vrai qu'il n'y a qu'une seule femme dans la liste. Parlons d'Isadora Duncan. C'est une célèbre danseuse américaine qui est arrivée en France en 1900 et qui a connu rapidement le succès. C'est une danseuse qui rejette les danses classiques comme les ballets, trop rigides à son goût. Elle s'inspire des figures qui ornent les vases antiques grecs pour créer son propre style de danse. Elle triomphe en 1911 lorsqu'elle danse pieds nus dans une pièce d'Orphée et Eurydice, à peine dissimulée par quelques voiles, et devient la muse de la danse moderne tout en inspirant de nombreux artistes. Elle ouvre des écoles de danse à Paris, à Berlin, à Moscou, et en 1922, elle adhère aux idées socialistes de l'Union soviétique. Mais Isadora est aussi connue pour des mœurs très libertaires et une vie privée assez tragique. Elle a subi la perte de ses 2 enfants, morts noyés dans la Seine. Elle a eu un enfant mort-né en 1914. Elle s'était liée avec l'aviateur Roland Garros en septembre 1918, un mois avant que l'aviateur ne trouve la mort dans un combat aérien qui a eu lieu un mois avant la fin des combats de la Première Guerre mondiale. Et son seul mari officiel, l'artiste Sergueï Essénine, grand buveur, se pend en décembre 1925 à Leningrad après une nouvelle scène de ménage entre lui et Isadora. Et maintenant que le tableau est posé, parlons de comment elle est décédée en 1927. Elle est alors au sommet de la gloire.
Le cinéma immortalise ses prestations, ce qui la rend mondialement célèbre, et elle écrit ses mémoires. Alors qu'elle se rend à Nice pour un gala, elle y fait la connaissance d'un garagiste et lui fait part de son souhait de vouloir acquérir une Amilcar. Le 14 septembre 1927, le garagiste vient la récupérer à bord de ladite voiture et ils partent ensemble sur la promenade des Anglais. Notez qu'Isadora portait au cou une longue écharpe en soie et que la voiture n'avait pas de toit. Quel rapport? Disons que si l'un ou l'autre de ces détails avait été absent, ça aurait éventuellement permis à la danseuse de ne pas mourir prématurément, puisque lorsque la voiture s'est trouvée sur les roues de l'arrière-pays niçois, cette trop longue écharpe se prend dans la roue arrière de la voiture. À ce moment, la tête d'Isadora est violemment plaquée contre la tôle, ses cervicales brisées, étranglées par son écharpe. La mort est instantanée. Dis-moi, tu as parlé d'un roi, d'un jockey et d'une artiste. Mais y a-t-il aussi eu des morts insolites d'anonymes? C'est le problème des anonymes. On n'en parle pas beaucoup et très peu font les gros titres des journaux. Des morts insolites de célébrités ayant atteint les firmaments de la gloire pour finalement mourir de manière, disons, étrange, restent dans les mémoires parce que, d'une certaine manière, cette mort ne leur était pas forcément destinée du point de vue du vécu qu'ils avaient au moment de passer de vie à trépas, tu comprends? Oui, ça se tient. On parle moins de Jean-Charles, paysan du village de Paumé-en-Rien, piétiné par son troupeau de vaches qui a été effrayé par un essaim d'abeilles. Sérieux? C'est un exemple. Ok. J'ai peut-être quelque chose. Ça s'est passé à Ivry-sur-Seine, dans un établissement de soins pour personnes touchées par des maladies mentales. Le 22 novembre 1922, l'infirmier Gustave Mallard avait mis au bain un de ses patients, M. Albert Lefort. À savoir que ce n'est pas un bain classique. Le patient est maintenu dans l'eau par un couvercle en zinc qui ne permet qu'à la tête de dépasser. Et il le laisse là et s'en va durant 20 bonnes minutes faire une course, tranquille. Et il oublie son patient. Par contre, le robinet d'eau chaude, lui, il continue de couler à 60 degrés. Et lorsque l'infirmier revient enfin, il n'y a plus rien à faire. Monsieur Lefort est décédé, cuit dans le bain. Mais c'est affreux. Il n'avait pas appelé à l'aide? Si. Apparemment, il a poussé des cris horribles, mais personne n'y avait prêté attention. Il ne faut pas oublier que c'était un hôpital psychiatrique. Et le personnel avait mis les hurlements sur le compte de la maladie. C'est horrible. Vraiment, quelle fin atroce. Oui. Toujours est-il que l'infirmier est passé en jugement le 20 janvier 1923. Il a été condamné à 1 an de prison ferme, inculpé d'homicide par imprudence. Tiens, si on restait dans le foirage médical complet, même si là, c'est plus dans le domaine de l'expérimentation pseudo-médicale. Parlons d'Alexandre Alexandrovitch Malinovski dit Bogdanov. S'il y a déjà une chose que l'on peut dire de lui, c'est qu'il est mort tôt, à 55 ans. Un comble pour quelqu'un qui souhaitait apparemment atteindre la jeunesse éternelle. Proche de Lénine durant ses années d'exil, avant de s'éloigner de lui, il était également proche de l'écrivain russe Gorky. En 1918, il dirigea l'Académie des sciences sociales de l'Université de Moscou et il était en même temps professeur d'économie. Mais ses affinités avec le mouvement proletkult, qui voulait poser les bases d'un véritable art prolétarien débarrassé de l'influence bourgeoise, mouvement qui était alors combattu par le pouvoir bolchevique, lui vaut d'être arrêté par la police d'État de l'URSS à l'été 1923. Il est un petit peu obligé alors de délaisser son domaine de prédilection d'économie et va se consacrer à un autre domaine de recherche, les recherches médicales. Et un domaine tout particulier, celui de la transfusion sanguine, avec un but assez singulier, dont on a déjà parlé, celui de rajeunir. On doit noter qu'il pratique sur lui-même ces transfusions et qu'il a l'appui de l'Académie de médecine de Moscou. Apparemment, Bogdanov constaterait des effets positifs comme l'amélioration de sa vue et le ralentissement de sa calvitie. Ce qui sont des observations assez contestables en soi, mais ça lui permet en tout cas de créer un institut de la transfusion sanguine. Mais en mars 1928, il réalise la transfusion de trop. Qu'est-ce qui s'est passé? Il échange son sang avec celui d'un étudiant atteint de la tuberculose et du paludisme. Le résultat, c'est une agonie de 2 semaines durant laquelle, et là, je crois qu'il faut quand même rendre hommage à son professionnalisme,
il a noté consciencieusement l'ensemble de ses symptômes jusqu'à sa fin, le 7 avril 1928. Et est-ce que ces travaux ont au moins servi à quelque chose? Eh bien, du point de vue où il est exercé en tant qu'économiste, il a posé les bases de la cybernétique moderne, ce qui n'est effectivement pas rien. Mais du point de vue médical, l'élixir de longue vie, c'était pas pour maintenant. Ah, on avait dit 5 ? Allez, un dernier pour la route. On va parler du magicien préféré de Marie. Qu'est-ce que Harry Houdini fait dans cette liste? Parce que sa fin est un petit peu à l'image du boulard qu'il semble avoir pris avec le temps. Harry Houdini est né sous le nom d'Eric Weiss le 24 mars 1874 à Budapest. Il reste assez peu en Hongrie vu qu'il émigre avec toute sa famille aux États-Unis en 1878. Il tenta alors une carrière dans le spectacle à l'âge de 9 ans en tant que trapéziste. En 1890, il change son nom en Harry Houdini avant de se lancer dans la magie en 1891. De l'illusionnisme, pas de la magie. Admettons. Toujours est-il qu'il ne brille pas particulièrement dans la profession jusqu'à ce qu'il se spécialise dans l'évasion. Il réussit à se faire un nom et devient le roi de l'évasion. Et un des magiciens... Illusionniste. Bon, admettons, il devient célèbre dans le monde entier, spécialisé dans les évasions que l'on pourrait qualifier d'impossibles, raflant le titre de roi de l'évasion. Mais il y avait un autre de ses tours qui était d'appeler le public et de lui asséner un coup de poing dans le ventre pour prouver qu'il était invincible. Le 22 octobre 1926, alors qu'il est à Montréal, un étudiant vient le trouver dans sa loge pour mettre cette invincibilité à l'épreuve. Houdini ne se démonte pas et il accepte le défi. Le problème, c'est qu'il n'a même pas eu le temps de se préparer avant que l'étudiant en question, un certain Jocelyn Gordon Whitehead, multiplie les coups violents dans le ventre. Dans l'après-midi, Houdini se plaint de douleurs au ventre. Quelques jours plus tard, avant un spectacle, il se fait examiner par un médecin qui constate qu'il a une fièvre de 40 degrés Celsius. Avoir 39 degrés, c'est déjà avoir une fièvre élevée. Et à partir de 40 degrés, ça devient vraiment dangereux et il faut consulter un médecin en urgence. C'est effectivement ce qu'il faut faire, mais lui, il refuse de déprogrammer sa représentation. Il finit par s'effondrer juste après. Il meurt d'une rupture de péritonite, conséquence d'une rupture de l'appendicite, très certainement causée par les coups assénés par Whitehead à Montréal. C'est une mort à la conjonction d'un excès de professionnalisme et de l'orgueil? Peut-être bien. Je pense qu'on reparlera de Houdini d'ici quelques vidéos. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et à laisser un petit commentaire, ça permet à la vidéo et à la chaîne de se faire connaître. Cela étant, nous on va retourner à nos recherches et on vous donne rendez-vous pour une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Alors à bientôt sur la chaîne de l'Histoire des années folles.